Les jardins monastiques médiévaux ont nourri l'Europe pendant 800 ans, utilisant un système que l'agriculture moderne a délibérément enterré. Les moines plantaient des cultures une fois et récoltaient pendant des décennies. Une seule plantation signifiait de la nourriture pour 20 ans, parfois plus. Ce n'étaient pas des mythes. C'étaient des pratiques documentées, consignées dans des textes comme la capitulaire de Charlemagne de l'an 800. Aujourd'hui, 95% des légumes nécessitent donc une replantation annuelle. Vous plantez, vous récoltez, vous achetez des graines chaque année. Les agriculteurs médiévaux plantaient des asperges une fois et nourrissaient les communautés pendant 25 ans. Ce savoir n'a pas été perdu, il a été enterré car les légumes vivaces ne créent pas de dépendance, mais la liberté. Les asperges, 25 ans avec une seule plantation. Les Romains cultivaient les asperges dès 200 avant Jésus-Christ. Ils développèrent des flottes pour transporter les pousses du Tibre aux Alpes, où elles étaient congelées pendant 6 mois jusqu'à la fête d'Épicure. L'empereur Auguste décrivait les tâches urgentes comme étant plus rapides à accomplir que de faire cuire des asperges. Lorsque Rome est tombée, les asperges ont presque disparu. Les moines médiévaux les ont conservées dans les jardins des monastères. En 1469, les parterres d'asperges étaient la norme dans les monastères français. La technique s'est répandue lentement. En Angleterre, en 1538, en Allemagne en 1542, grâce au commerce monastique. Voici comment cela fonctionnait et pourquoi c'était génial. La première année, on plante les griffes dans des planches profondes. La première et la deuxième année, on ne récolte rien. Les griffes ont besoin de ces années pour développer des systèmes racinaires jusqu'à 3 mètres de profondeur qui soutiendront la production pendant des décennies. La troisième année, on récolte les pousses pendant 6 à 8 semaines chaque printemps lorsqu'elles atteignent 15 à 20 cm de hauteur avant que les pointes ne s'ouvrent. Ensuite, on arrête de récolter et on laisse les pousses restantes pousser en tiges plumeuses qui photosynthétisent et stockent de l'énergie pour l'année suivante. Les mêmes griffes produisent pendant 15, souvent 20 et parfois 25 ans ou plus. Une rangée de 12 mètres donne 4,5 à 11 kg d'asperges par saison pendant 25 ans avec une seule plantation. Cela représente 110 à 280 kg d'asperges avec une seule plantation. Essayez d'atteindre cela avec des légumes annuels. Vous devriez replanter des tomates 25 fois pour obtenir une production équivalente au fil des ans. Les asperges médiévales possédaient ce que les variétés commerciales modernes ont perdu: l'intensité de la saveur et la densité nutritionnelle. Les racines profondes puisaient des minéraux à 3 mètres sous terre. La croissance lente produisait des pousses plus denses et plus aromatiques. Des variétés sélectionnées pour leur saveur, non pour leur durée de transport. L'agriculture industrielle a tué la culture des asperges pour une seule raison: 3 ans sans revenus sont inacceptables. Les plantes annuelles donnent un rendement la première année. Les asperges créent de l'indépendance. Plantées une fois, récoltées pendant 25 ans. Ces 25 ans sans acheter de graines, sans dépendre des entreprises. Les moines médiévaux plantaient des asperges pour leurs petits-enfants. Épinard perpétuel, bon Henri, un épinard qui ne meurt jamais. Cette plante porte un nom issu de contes de fées et d'histoires. Certains disent qu'elle a été nommée en l'honneur d'un roi allemand. D'autres affirment que le bon Henri était un elfe saxon, distingué du mauvais Henri, une plante vénéneuse voisine. La partie avec le roi est apparue plus tard en anglais. Personne ne sait pourquoi. Nous savons que le bon Henri a nourri les paysans médiévaux du XIIe au XVIe siècle comme un produit de base et non une spécialité. Les livres de cuisine historique le décrivent comme un ingrédient typique des soupes de légumes médiévales associées aux poireaux, dans une soupe riche en vitamines qui soutenait les agriculteurs à travers les hivers, les famines et les épidémies. Les familles médiévales le plantaient près de leur porte arrière, non dans des parcelles de jardins éloignés, pour un accès immédiat à la cuisine. Une seule plantation signifiait des légumes verts du début du printemps à la fin de l'été, année après année, sans avoir besoin de replanter. Voici le génie: 3 récoltes à partir d'une seule plante. Au printemps apparaissent de jeunes pousses épaisses, coupées sous terre comme des asperges et préparées de la même manière. C'est la première récolte. Ensuite, la plante pousse
Et la deuxième récolte commence, des feuilles triangulaires, vert foncé, récoltées tout au long du printemps et de l'été, utilisées comme des épinards. Les jeunes feuilles sont les meilleures. Plus tard en été, la troisième récolte arrive. Les tiges florales produisent de petits bourgeons verts, cuits comme du brocoli. 3 cultures à partir d'une seule vivace. Selon les recherches botaniques, 30 plantes suffisent pour 4 personnes. C'est 7,5 plantes par personne pour toute une vie. Le bon Henri a une teneur en fer plus élevée que les épinards modernes, une teneur en calcium plus élevée, une teneur en vitamine C plus élevée, une teneur en protéines plus élevée. Les racines vivaces s'enfoncent à 1 à 1,5 mètres de profondeur, puisant des minéraux des profondeurs où les racines annuelles d'épinards de 45 cm ne peuvent pas atteindre. C'est un accumulateur dynamique. Lorsque les feuilles tombent et se décomposent, elles nourrissent la couche supérieure du sol. Pourquoi a-t-il disparu? Les épinards sont devenus à la mode au XVIIe siècle. Les épinards annuels étaient plus faciles à vendre pour les entreprises de semences. Le bon Henri rendait les agriculteurs trop autonomes. Le skirette chervis, une racine sucrée que les rois désiraient. En 1682 à John Worlage écrivait « La plus douce, la plus blanche, la plus agréable des racines ». Il n'exagérait pas, cette racine vivace était si prisée que le roi d'Angleterre Henri IV entretenait des jardins dédiés uniquement à sa culture. Plus loin dans l'histoire, l'empereur romain Tibère l'aimait tant qu'il l'exigeait comme tribut de l'Allemagne. Au Moyen-Âge, le chervis était un produit européen de base. Les Hollandais l'appelaient racine douce, les Allemands racine de sucre. Les deux signifient racine de sucre. Avant que le sucre de canne et de betterave ne soit disponible, le chervis était la principale source de douceur. Le miel médiéval était cher, le sucre exotique est rare, mais le chervis est une plante plantée une fois, une source renouvelable de douceur. Les racines ont un goût de mélange de panais et de carottes avec des notes de vanille, naturellement sucrées sans transformation. Voici comment le chervis était cultivé au Moyen-Âge. On plante le chervis la première année à partir de graines ou de divisions de racines. Les racines de la première année sont petites, comestibles, mais pas très impressionnantes. On peut les récolter, mais les agriculteurs avisés attendaient. La deuxième année, les racines deviennent sucrées, épaisses et productives. La plante forme des grappes de racines blanches fines comme des crayons, chacune mesurant 15 à 20 cm de long, poussant de la base comme des patates douces. Ensuite, elle produit à l'infini. Chaque année, on récolte les racines en laissant suffisamment pour repousser. Certains agriculteurs signalent que les rendements s'améliorent la deuxième année et se maintiennent. Les cuisiniers médiévaux préparaient le chervis de toutes les manières possibles. Cuit avec du beurre et des herbes, rôti à l'huile d'olive, partiellement cuit et frit, ajouté aux tartes sucrées et salées. Nutritionnellement, le chervis surpasse les pommes de terre à presque tous égards. Vitamines plus élevées, meilleurs minéraux, indice glycémique plus bas. Et surtout, c'est une vivace. Pourquoi le chervis a-t-il disparu à la fin du XVIIIe siècle? Les pommes de terre sont arrivées d'Amérique, plus faciles à préparer, rendement plus élevé par mètre carré et à la mode. Surtout pour les vendeurs de semences, les pommes de terre sont annuelles. La livèche, 20 ans de céleri sous stéroïdes. Imaginez une plante qui pousse à 180 cm de hauteur, produisant d'énormes quantités de feuilles intensément aromatiques chaque année, vivant 20 ans ou plus. C'est la livèche. Les monastères médiévaux la cultivaient dans les jardins d'herbes aromatiques pour une seule raison, sa polyvalence. Chaque partie est utile. Les feuilles, au goût de céleri avec une intensité 10 fois supérieure, étaient utilisées fraîches ou séchées pour assaisonner les soupes, bouillons, sauces, ragoûts. Une seule branche parfumait une marmite entière de soupe pour 50 moines. Tel est le pouvoir de sa saveur. Les tiges épaisses et creuses étaient récoltées jeunes et confites comme des friandises sucrées. Les graines, mûrissant à la fin de l'été, étaient moulues pour aromatiser le pain et le fromage. Les racines épaisses et charnues, semblables à des carottes, étaient cuites
et consommée comme légume. Une plante, 4 plats différents, feuilles, tiges, graines, racines, le tout provenant d'une vivace se produisant pendant 20 ans. Les registres monastiques du XIIIe siècle décrivent le thé de l'ivèche comme un remède contre les problèmes d'estomac et les affections rénales, non seulement de la nourriture, mais aussi une pharmacie. La plante entière contient des huiles essentielles, aidant à la digestion, réduisant les ballonnements, agissant comme un diurétique doux. Les moines médiévaux l'utilisaient pour se soigner eux-mêmes et les communautés locales. Les Romains connaissaient la livèche sous le nom de lusticum, probablement parce qu'elle poussait abondamment en Ligurie, en Italie. Ils l'utilisaient largement en cuisine. Lorsque Rome est tombée, comme beaucoup de plantes utiles, la livèche a survécu principalement dans les jardins des monastères. Au Moyen-Âge, la livèche était un standard dans les jardins monastiques de toute l'Europe. Voici l'économie. Une plante de livèche mature pousse à 180 cm de hauteur, s'étendant sur 90 cm de largeur, produisant d'énormes quantités de feuilles annuellement. Un seul plant pouvait assaisonner les repas familiaux pendant des décennies. Pour égaler la production de 20 ans d'une seule plante de livèche, il faudrait acheter du céleri chaque semaine pendant 20 ans. Pour 8 $, vous achetez des racines de livèche une fois, vous les plantez, vous récoltez pendant 20 ans. Le rhubarbe, une plante qui vous survivra. Voici une vraie histoire de jardinier. Mes parents avaient de la rhubarbe sur l'ancienne propriété, plantée par ma grand-mère. Elle doit avoir 50 ans et produit toujours. Ce n'est pas une exagération, c'est la rhubarbe. Les Européens médiévaux valorisaient les racines de rhubarbe, principalement pour leurs propriétés médicinales. La plante est originaire d'Asie et pendant des siècles, la racine de rhubarbe a été un remède cher et importé, utilisé comme laxatif et aide digestive. Au XVIe siècle, les Européens ont découvert quelque chose. Les tiges acidulées sont comestibles. Pas les feuilles, qui contiennent des niveaux toxiques d'acide oxalique, mais les tiges épaisses rouges ou vertes qui apparaissent au printemps. Lorsque cette utilisation culinaire s'est répandue, la rhubarbe est devenue un aliment de base européen. Le génie de la rhubarbe réside dans son indestructibilité. Plantez un rhizome dans un sol riche et bien préparé, en plein soleil. Ne récoltez pas la première année, laissez-la s'enraciner. La deuxième année, récoltez légèrement, quelques tiges permettant à la plante de prendre de la force. La troisième année, la plante est mature et vous pouvez récolter abondamment. Ensuite, elle produit 2,2 à 4,5 kg de tiges comestibles par saison pendant des décennies, dans des conditions idéales, 50 ans ou plus avec une seule plantation. La rhubarbe tolère le froid extrême. En fait, elle a besoin d'hiver froid pour bien prospérer. La plante meurt complètement en hiver et toute la partie aérienne se fane. Au printemps, lorsque la température du sol augmente, de grosses pousses émergent du rhizome et poussent rapidement en tiges massives. Elle est pratiquement indestructible une fois établie. Sécheresse, la rhubarbe survit, négligence, la rhubarbe prospère, les parasites et les maladies sont rarement un problème. Pourquoi la rhubarbe a-t-elle survécu alors que tant de vivaces ont disparu ? Parce qu'elle a un profil de saveur unique qui ne peut être facilement remplacé, trop caractéristique pour être éliminé. Acidulée, fruitée, complexe, rien n'a le goût de la rhubarbe. De plus, elle est si peu exigeante que même les jardiniers modernes, ignorant des systèmes vivaces, peuvent maintenir la rhubarbe en vie. Cependant, ce que les jardiniers modernes ne réalisent pas, c'est que la culture médiévale de la rhubarbe faisait partie d'un système plus vaste. Les monastères plantèrent la rhubarbe à côté des asperges, des épinards perpétuels, du chervis, de la livèche et d'autres vivaces. Ils concevaient des jardins pour produire pendant de nombreuses générations. Une seule plantation nourrissait les moines pendant des décennies. Les jardiniers modernes plantent de la rhubarbe, puis l'entourent d'annuels qui meurent chaque année. Ils ne voient pas le schéma. Les moines médiévaux le voyaient. Artichauts, production infinie par division. Les artichauts étaient cultivés en Sicile depuis l'époque de la Grèce classique. Les Grecs les appelaient cactos et mangeaient à la fois les feuilles et les inflorescences qui étaient déjà améliorées par rapport aux formes sauvages. Les Romains appelaient ce légume cardis, ce qui nous a donné la plante apparentée de l'artichaut espagnol, le cardon.
Mais l'artichaut tel que nous le connaissons a été perfectionné au Moyen-Âge. Au XIIe siècle, les artichauts étaient mentionnés dans le livre d'agriculture d'Ibn al-Awwam à Séville. Il semble que l'Espagne musulmane et le Maghreb aient été le lieu d'amélioration significative des formes cultivées au Moyen-Âge. Hildegarde de Bingen, la célèbre abbesse, herboriste et mystique allemande du XIIe siècle, documentait la culture de l'artichaut dans les jardins monastiques pour l'alimentation et les médicaments. Au Moyen-Âge, les artichauts étaient bien établis dans les jardins monastiques et palatiaux de toute l'Europe du Sud. Voici la magie de la vivace. La première année, on plante les griffes ou les plantules et on ne récolte rien. La plante s'enracine, développant de grandes feuilles vert argentées et de puissants systèmes racinaires. La deuxième année, la plante mûrit et commence à produire les bourgeons floraux comestibles que nous appelons artichauts. Chaque plante produit jusqu'à 12 gros bourgeons floraux par an. De la deuxième à la huitième année, la plante continue de produire. Si vous ne les cueillez pas, ils s'ouvriront en de superbes fleurs de chardon violette que les pollinisateurs adorent. Mais la plupart des jardiniers récoltent les bourgeons quand ils sont encore bien fermés. On les cuit à la vapeur, on mange les bases charnues des écailles et le cœur tendre. Après 8 ans, la plante devient trop dense et la taille et la qualité des têtes diminuent. C'est alors que la plupart des jardiniers abandonnent et replantent. Mais là, les agriculteurs médiévaux savaient mieux faire. Lorsque la plante originale s'affaiblit après 4 à 8 ans, on la déterre et on la divise en 3 à 5 nouvelles plantes. Ces divisions, appelées drageons, poussent à partir des racines autour de la touffe principale. On sépare les drageons, chacun avec un fragment de racine, et on les plante comme de nouvelles plantes d'artichaut. Ces divisions remettent le compteur à 0. Ce sont essentiellement de nouvelles plantes qui produiront pendant 4 à 8 ans supplémentaires avant de nécessiter une nouvelle division, assurant une production pratiquement infinie à partir d'une seule plantation initiale par une propagation continue. Les monastères médiévaux ont entretenu des parterres d'artichauts pendant des générations en utilisant cette méthode de division. Une seule plantation initiale pouvait être divisée et subdivisée à l'infini. Le savoir sur quand diviser, comment séparer les drageons sans les endommager, comment replanter pour une croissance optimale était transmis des moines plus âgés aux plus jeunes. Les artichauts ont survécu à l'agriculture industrielle en partie parce qu'ils ont une valeur commerciale élevée et une saveur unique. Même les fermes industrielles n'ont pas pu les remplacer entièrement, mais la plupart de la production moderne traite les artichauts comme des cultures à court terme, les replantant souvent au lieu de les gérer comme les vivaces qu'ils sont naturellement, le réfort, une racine indestructible. Les jardiniers sont mis en garde contre le réfort avec 5 mots, difficiles à enlever une fois établis. C'est pas une blague, c'est un avertissement. Le réfort est si vivace, si persistant, si impossible à tuer que les jardiniers quartiers médiévaux le plantaient dans les recoins des jardins monastiques où rien d'autre ne pousserait. Seul pauvre, planté du réfort, il prospérera. Ombre, le réfort ne s'en soucie pas. Sécheresse, il survit. Négligence, il se propage. Plantez un morceau de racine de réfort une fois, juste une fois. Un morceau de racine de 15 cm de long. Enfoncez-le dans le sol à un angle de 45 degrés. Ensuite, il pousse éternellement. Chaque année, vous pouvez récolter de grosses racines piquantes et les râper fraîches, obtenant un condiment intense et antibactérien qui dégage les sinus et éveille les papilles. Les herboristes médiévaux utilisaient le réfort à la fois comme aliment et comme médicament. Racines fraîches racines fraîches pour la saveur, conservées dans du vinaigre pour le stockage hivernal, utilisées médicalement pour les affections respiratoires, comme digestif, comme cataplasme pour les douleurs articulaires. Une plante de réfort établie se propage agressivement. Les racines poussent profondément et largement, envoyant de nouvelles pousses dans des cercles de plus en plus larges. Chaque morceau de racine laissé dans le sol pendant la récolte peut potentiellement donner naissance à une nouvelle plante. C'est pourquoi les jardiniers sont avertis de le contenir, planter dans un pot enterré ou utiliser des barrières racinaires. Sinon, le réfort colonise le jardin. Le défi n'est pas de faire produire le réfort, mais de le contenir. Les
Les jardiniers médiévaux utilisaient cette agressivité stratégiquement. Ils plantaient le réfort dans les recoins des jardins, dans les sols pauvres, le long des murs, dans des zones où les légumes cultivés avaient des difficultés. Le réfort remplissait ces espaces et fournissait des racines piquantes année après année, sans aucun entretien. Pourquoi le réfort a-t-il survécu alors que tant de vivaces sont disparus ? Parce qu'il est littéralement impossible de le tuer facilement. Même l'agriculture industrielle a renoncé à tenter d'éliminer le réfort des fermes. Labourez-le, il repoussera. Pulvérisez des herbicides, certaines racines survivront. Tirez-le, tous les fragments dans le sol se régénéreront. Le réfort est un témoignage de la résilience des vivaces. Les moines médiévaux le plantaient une fois et le récoltaient aussi longtemps que le monastère existait. Voilà la puissance des vivaces. Une fois plantées, elles n'ont pas besoin de vous, elles produisent simplement. Les légumes qui ont soutenu l'Europe médiévale pendant 800 ans sont toujours là. Asperges, épinards perpétuels, chervis, livèche, rhubarbe, artichaut, réfort. Cette culture, une seule plantation, des décennies de récoltes. Les moines médiévaux les plantaient et nourrissaient les communautés pendant des générations. L'agriculture moderne plante des annuels et crée une dépendance vis-à-vis des entreprises. Le choix ne concerne pas le Moyen-Âge et la modernité, il concerne la dépendance et la souveraineté. Chaque griffe d'asperge est une déclaration d'indépendance de 25 ans. Chaque plant d'épinards perpétuel à votre porte est la liberté de ne plus jamais acheter d'épinards. Chaque livèche dans votre jardin, c'est 20 ans d'assaisonnement autonome. Les agriculteurs médiévaux ont fait leur choix. Ils ont choisi la liberté. Quel sera votre choix ? La connaissance était là tout le temps, resteront là.